l'idée, c'était de voir s'il y avait des moyens qui étaient vraiment efficaces pour prévenir l'asthme de l'enfant. Ça a été, vous savez qu'il y a une épidémie à un moment, même si ce n'est pas le mot qu'il faut utiliser maintenant, d'asthme, qu'il y a de plus en plus d'enfants et d'adultes asthmatiques. Et la question est, quels sont les moyens qu'on pourrait utiliser pour essayer de réduire le nombre de patients? Zohel, tu peux changer la diapo, s'il te plaît? C'est bon? Donc, quand on regarde le risque d'asthme à 5 ans, par rapport à la naissance, il y a à peu près 30% des enfants qui, dans les 2 premières années, vont avoir très peu d'allergies, des IgG4 basses. Et donc, ces enfants, soit ils vont siffler, soit ils vont pas siffler, mais même s'ils sifflent, ils ont un très bon pronostic et en général, à 5 ans, tout est guéri. Après, il y a des enfants qui sont dans l'autre extrémité et qui ont, voilà, qui ont très tôt des IgG4 et des IgE élevés, avec des allergies alimentaires précoces, beaucoup d'eczéma atopique, des infections respiratoires associées au sifflement. Donc, ces enfants-là, représentent à peu près 10% des enfants, ce sont ceux qui ont le risque le plus élevé. Donc, ce sont des enfants qui associent d'une part une allergie et d'autre part des phénomènes infectieux. Et puis, entre les deux, il y a un risque intermédiaire. Et ces enfants-là qui sont et allergiques et infectés, ce sont ceux qui vont faire le plus d'asthme allergique atopique. Donc, en partant de ça, on peut voir sur la diapositive d'après euh, que la première hypothèse d'action pour la prévention, c'était l'éviction des allergènes. Donc, se dire, on va essayer de faire en sorte que ces enfants ne soient pas exposés aux allergènes. Et donc, les allergènes les plus précoces, ce sont les allergènes de la poussière de maison. Donc, on va enlever les acariens, on va enlever les chats et on va voir ce que ça donne. Donc, ils ont pris des mesures drastiques. Ils ont enrobé les matelas des mamans pendant la grossesse, les matelas des enfants quand ils sont nés. Ils n'ont pas mis d'animaux. Ils ont mis des sols lavables, des aspirateurs extrêmement efficaces. Et ils ont vu le résultat. Alors, effectivement, il y avait une réduction nette du taux d'allergènes dans les matelas et sur le sol. Ça ne pose pas problème par rapport au taux d'allergènes d'acariens et de chats. C'était une réduction importante. Et pourtant, dans le groupe prévention active, dans ceux qui n'étaient pas censés avoir été exposés à ces allergènes, eh bien, il y avait une augmentation de la sensibilisation. C'était des enfants qui, en gros, étaient plus sensibilisés avec des tests cutanés positifs plus élevés de façon significative et des IgE spécifiques aux acariens qui étaient aussi plus élevés de façon significative. Donc, c'était assez surprenant. Quand on empêchait le contact de ces enfants avec les acariens, euh, on arrivait à une sensibilisation plus importante que les témoins. Tu peux changer la diapo, s'il te plaît? Voilà. Et dans le symptôme de maladie allergique, il n'y avait pas de différence. Tout était similaire, qu'ils aient été exposés ou pas aux acariens. Donc, première expérience, c'est une qui est très représentative, mais il y en a beaucoup comme ça. La première expérience était négative. Le fait d'enlever des allergènes, eh bien, ça ne permettait pas de diminuer, au contraire, ça augmentait les sensibilisations et ça ne réduisait pas du tout le diagnostic d'asthme. Donc là, voilà. Une autre étude qui a aussi qui était faite par les Australiens et qui avait pris là aussi beaucoup d'enfants et qui avait étudié d'une part l'effet de l'éviction des acariens et d'autre part la modulation des acides gras. Vous savez que on a beaucoup dit que quand on avait beaucoup d'oméga 3, c'était très bon par rapport aux oméga 6. Et donc, si on supplémentait en oméga 3, ce qu'il y a dans les huiles de poisson, par exemple, ça permettait de réduire le risque d'allergie. Et donc, ils ont fait 4 bras, en fait. Des bras où il y avait des mesures par rapport aux acariens et des bras où il y avait la supplémentation en acides gras, donc en oméga 3.
Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que là aussi, comme l'expérience précédente, il n'y avait absolument aucun impact des acariens, de l'éviction des acariens. On se retrouvait avec absolument le même risque de maladie allergique et d'asthme, mais que par contre, si on augmentait les oméga 3, là, ça réduisait le taux de sifflement. Voilà. Donc, c'est la seule chose, c'est que ça diminue le sifflement. Donc, comme ces expériences d'éviction étaient absolument négatives, l'idée ensuite, ça a été de se dire, on va faire des inductions de tolérance, au contraire. Et donc, c'est ce qu'on fait depuis longtemps en faisant les immunothérapies allergéniques et donc en essayant de désensibiliser. Et ces inductions de tolérance, s'il te plaît, tu pourrais mettre Zohaib? C'est bon? Donc, ce qu'on a bien prouvé maintenant avec des essais randomisés, c'est que quand on faisait une désensibilisation au pollen, par exemple, à des enfants qui étaient allergiques au pollen et qui avaient une rhinite, eh bien, on diminuait de beaucoup le risque qu'ils développent ultérieurement un asthme. Ça, c'est ce qu'on a vu, c'est aussi ce qu'on a vu en vie réelle. C'est-à-dire qu'au cours de la désensibilisation, il y a un risque relatif de développer un asthme ultérieur qui était de 30% inférieur, donc on a un tiers de sujets en moins. Et ensuite, même à distance, après la réduction, voilà, le risque relatif diminue aussi de 40%. Donc c'est quelque chose qui se prolonge dans le temps, même après l'arrêt de la désensibilisation. Et donc ça, c'est devenu une recommandation relativement forte, qui est de désensibiliser les enfants qui sont allergiques, tout au moins au pollen de 5 graminées, quand ils ont une rhinite, pour essayer d'éviter l'apparition de l'asthme. Par contre, quand on essaye de désensibiliser les enfants avant même les signes cliniques de rhinite, ça ne marche pas. Et donc, ça ne fonctionne que si les enfants ont déjà des manifestations cliniques ORL. Donc, ça, c'est le premier mécanisme qui est efficace. Le deuxième point sur lequel les gens ont travaillé, c'est la santé périnatale. En se disant que, en fait, les modifications de l'immunité apparaissent très tôt dans la vie. Et cette étude, qui est une étude à très très grande échelle, qui a étudié plus de 35 000 mamans, a vu chez les enfants qu'est-ce qui pouvait être associé au développement d'un asthme ultérieur. Donc, ils ont comparé les enfants qui avaient développé un asthme à ceux qui ne l'avaient pas développé. Et ce qui est ressorti, c'est des facteurs qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire un asthme maternel. Mais ce qui est intéressant dans l'asthme maternel, c'est qu'il y a un papier récent qui vient de sortir qui dit que quand la maman a une crise d'asthme au cours de la grossesse, eh bien, ça augmente de beaucoup le risque d'asthme chez l'enfant. Donc déjà, c'est un facteur sur lequel on peut agir en se disant qu'il faut contrôler l'asthme de la maman pendant la grossesse. Ensuite, les autres facteurs associés à l'asthme en période périnatale, c'était la procréation assistée qui augmente le risque, le fait que la maman soit âgée de plus de 35 ans, et ça peut-être qu'on devrait un peu prévenir les mamans par rapport à la multiplicité des risques des grossesses relativement tardives, et puis la césarienne. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que dans nos pays, en tout cas au Maghreb, il y a un taux de césarienne qui est devenu extrêmement élevé, bien au-delà des recommandations de l'OMS. Après, les autres facteurs périnataux, on ne peut pas agir dessus, malheureusement, c'est les grossesses multiples, le fait d'avoir une naissance prématurée, d'être un garçon. Je suis désolée pour les garçons qui m'écoutent. Le fait d'être né relativement tôt, à 38 semaines par rapport à 39 semaines, d'avoir un score d'Apgar qui était bas et d'avoir une infection néonatale. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des choses sur lesquelles on peut intervenir, particulièrement l'asthme de la maman, le fait de proposer des grossesses un peu plus précoces et le fait de réduire le nombre de césariennes. Sur la diapo, non.
Tout ça, c'est agir sur la santé maternelle pour protéger le bébé. Et puis, il y a quelque chose aussi dont on a discuté longtemps, c'est la consommation de paracétamol qui pourrait favoriser le développement d'un asthme. La modulation de l'immunité, j'ai mis juste ces diapositives parce que pour le moment, il n'y a rien de tranché. Les résultats sont extrêmement contradictoires. Il y a toutes les études, et pourtant il y en a beaucoup, qui ont utilisé les pré et les probiotiques. Donc les prébiotiques, c'est de donner des germes vivants à consommer, et des probiotiques, c'est de donner des nutriments qui vont favoriser le développement de certaines bactéries. Tout ça pour modifier le microbiote intérieur une fois qu'il est constitué. Et là, les études sont tellement disparates, les quantités qui sont données, les germes qui sont donnés, le moment où c'est donné sont tellement variables qu'on n'a pas encore de recommandations qui puissent être utilisées. On ne sait pas si ça marche ou si ça ne marche pas. Les oméga 3, il semblerait que ça ait un petit effet. À chaque fois, on a des résultats très positifs sur les petites études et pas sur les grandes. La vitamine D, seulement chez les mamans déficitaires. L'autre facteur sur lequel on devrait agir, et là on est sûr que ça marche, c'est le tabagisme passif. Alors vous voyez, magnifique, James Bond, sa cigarette, Sean Connery, ça fait rêver toutes les dames, et pourtant c'est ce qu'il ne faut pas faire. Particulièrement pendant la grossesse. Alors, il faut absolument que les parents arrêtent de fumer pendant la grossesse. Après aussi, mais pendant la grossesse, c'est fondamental. Et ce qui est surprenant, c'est que ce qui a le plus d'impact, c'est que les papas arrêtent de fumer pendant que la maman attend un bébé. Ça agit très très fortement, même si la maman est fumeuse et qu'elle n'a pas arrêté de fumer. Ça, vous voyez ici les odds ratios. Donc, à chaque fois que les papas ont arrêté de fumer, ça réduit le risque d'asthme des enfants de 50 à 80%, ce qui est quand même énorme. Et donc, il faut absolument que les papas et les mamans arrêtent de fumer pendant qu'ils attendent un bébé. Après aussi, mais ça, c'est quelque chose de relativement connu. Bon, dans le même sens que le tabac, c'est la pollution. Alors, la pollution, vous savez tous, bien sûr, que la pollution, c'est un facteur de risque d'asthme pour les enfants et un facteur de risque important au même titre que le tabagisme. Et donc, dans la diapositive suivante, on va voir l'impact de la réduction de la pollution. Quand on voit ces images, en fait, qu'est-ce que c'est? Sur le diagramme multicolore, c'est la réduction en Californie, dans les différentes localités, de la pollution, particulièrement la pollution particulière, au fil des années, grâce à toutes les mesures qu'ils ont prises. Et vous voyez qu'ils ont tous atteint des niveaux beaucoup plus bas que ce qu'il y avait initialement. Et ce que vous avez sur le graphique de droite, donc les petits points, c'est le pourcentage de réduction dans les symptômes bronchiques en fonction du changement de la réduction en microparticules. Et vous voyez que on a une courbe qui est relativement nette et qui est que dans les localités, donc chaque initiale correspond à une localité, dans les localités où ils ont eu le plus de réduction, c'est là où ils ont eu le plus de réduction dans les symptômes bronchitiques de l'enfant. Et vous savez que les enfants asthmatiques, ce sont surtout des enfants qui toussent. On a moins d'enfants qui sifflent que d'enfants qui toussent dans l'asthme. Donc, agir sur la pollution, ça paraît quelque chose désormais d'évident si on veut agir sur la prévention de l'asthme, et ça marche. Ensuite, la troisième possibilité, c'est d'aller vivre à la ferme. Alors, vivre à la ferme, ça découle des études et de l'hypothèse hygiéniste qui avait dit que les enfants qui vivaient dans les fermes suisses, dans les fermes allemandes, ils avaient moins d'asthme que les autres. Alors, c'est peut-être la question est, est-ce que c'est le fait de vivre à la ferme ou c'est l'environnement de la ferme qui agit? Et pour ça,
ils ont fait dans cette étude une corrélation du risque d'asthme par rapport à la distance de l'habitation de l'enfant par rapport à la ferme la plus proche. Et vous voyez que la réduction du risque d'asthme, on le retrouve jusque dans un rayon de 100 mètres quand même. Et pareil pour l'atopie, on a une réduction du risque d'atopie quand on habite dans un rayon de 100 mètres d'une ferme. Donc il semblerait qu'il y ait un facteur environnemental qui puisse diffuser, qui pourrait diffuser et donc agir même vis-à-vis des enfants qui n'habitent pas directement dans la ferme. Et les fermes qui auraient un potentiel particulièrement élevé, ce sont les fermes qui se retrouvent dans des zones éloignées et isolées et qui sont regroupées en hameaux avec d'autres petites fermes. Et ces fermes de petite taille, elles ont souvent beaucoup d'animaux à l'intérieur, des animaux de diverses espèces, et ça provoque une diversité bactérienne particulièrement élevée. Donc il semblerait que plus il y a de bactéries différentes, et plus c'est efficace pour protéger par rapport à l'asthme. Et ça, on le retrouve aussi dans les études qui avaient comparé les deux populations, et les Amish et les Hutterites, vous vous rappelez, les deux sectes religieuses américaines qui vivent comme au XVIIIe siècle, sauf que les Amish, ils cultivent toujours la terre avec des animaux de trait, alors que les Hutterites, eux, ils ont intégré les camions. Et les Hutterites, du coup, ils ont autant d'asthme que les autres Américains, alors que les Amish, qui ont toujours autant d'animaux, et avaient un risque beaucoup, beaucoup plus faible d'asthme que le reste de la population. Et là, c'est pour essayer d'expliquer ce qui se passe, qu'est-ce qui peut expliquer cette différence? Eh bien, d'une part, vous voyez, plus on a une diversité bactérienne importante, c'est le petit carré qui est en haut à gauche, et plus le risque d'asthme est réduit. Pareil pour l'endotoxine, plus on a de l'endotoxine et plus c'est efficace et plus il y a une biodiversité et plus c'est important. Donc, ce qui fonctionne, c'est la richesse en bactéries et la diversité bactérienne. Alors, est-ce que on peut reproduire ça en ville? Bien, là, c'est une étude qui a effectivement été faite en ville. C'était, on regardait l'exposition des enfants et le risque d'asthme, donc l'exposition des enfants pendant leur première année de vie. S'ils étaient exposés à des allergènes de blattes, de souris ou de chats, donc une maison pas très propre, plus ils avaient d'allergènes différents auxquels ils étaient exposés, et plus le risque d'asthme était réduit. Et dans le deuxième graphique, celui qui est de toutes les couleurs, ce que ça dit que en rouge, ce sont les enfants qui sont asymptomatiques, qui n'ont aucun symptôme. Ils sont ni ceux qui sont en bas, ceux qui ont beaucoup de rouge, ce sont les enfants qui sont asymptomatiques et ce sont des enfants qui sont exposés à beaucoup de bactéries et à beaucoup d'allergènes. Alors que si on regarde la colonne de droite, donc ce sont les enfants on voit qu'ils ont et de l'asthme et de l'allergie. Eh bien, quand on regarde, ils sont essentiellement en mauve, et en mauve, ils sont ni exposés à des allergènes, ni exposés à des bactéries, ou en tout cas de façon très faible. Donc, on revient à l'idée que être exposé de façon spontanée à des allergènes, à des taux élevés et à des bactéries de façon importante, eh bien, en fait, c'est quelque chose qui est protecteur. Donc, l'idée aussi, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des attitudes qui pourraient remplacer le fait d'habiter dans une ferme? Parce que c'est peut-être pas simple, on ne peut pas déplacer toutes les villes à la campagne. Et il y a des études qui se sont demandé si le fait de faire consommer du lait fermier, donc du lait non pasteurisé, non industrialisé à des enfants, ça ne pouvait pas avoir un effet protecteur. Et effectivement,
on s'aperçoit que statistiquement, c'est un peu compliqué, mais ce que ça veut dire, c'est que si je prends en considération la consommation du lait fermier, eh bien, ça a un effet protecteur chez les enfants qui n'habitent pas à la ferme. Après, ça pose un problème de risque infectieux et donc, ils sont en train de discuter sur qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme en supplémentation de lait pour pouvoir agir de la même façon qu'avec du lait fermier, mais de façon relativement stérile. Et là, il y a beaucoup d'études qui sont en cours avec les industriels. Donc, pour résumer toute cette partie, ce que ça veut dire, c'est qu'on a changé tout à fait de paradigme. Les premières études, elles se mettaient sur l'éviction de l'allergène pour essayer de prévenir l'asthme. Et les études actuelles disent quoi? Disent, la première chose que je fais quand j'ai en face de moi un enfant qui est à risque, j'essaye de prévenir la sensibilisation. Et pour prévenir la sensibilisation, ce sont les facteurs qui sont cités ici, c'est-à-dire que je vais essayer de reproduire de façon indirecte l'environnement fermier, l'utilisation de lait, et je vais essayer d'agir ainsi sur le microbiote et en même temps, je vais essayer d'agir sur la pollution. Donc la première chose, c'est que je vais essayer de moduler mon environnement pour faire en sorte que l'organisme ne développe pas de sensibilisation en favorisant les facteurs de tolérance, sachant que les petits, ils ont une fenêtre de tolérance entre 4 et 6 mois qui est une fenêtre importante. Quand on est en rapport avec des allergènes ou des antigènes entre 4 et 6 mois, eh bien on va souvent développer une tolérance par rapport à ces allergènes. Et l'éviction, ça n'est plus considéré que comme un moyen de traitement qui vient après le traitement de la maladie. Donc c'est vraiment, on a changé de paradigme. Je peux avoir? Voilà, merci. Et sur ça, les Finlandais, qui sont des gens qui travaillent beaucoup, beaucoup sur la prévention et qui ont l'avantage d'avoir une santé publique extrêmement forte, ils ont développé un plan de prévention de l'allergie, où l'objectif était de diminuer l'incidence et la charge des maladies allergiques. Donc prévenir les symptômes d'asthme, prévenir la rhinite, augmenter la tolérance aux allergènes dont les aliments, améliorer le diagnostic des allergies, réduire les allergies professionnelles, financer le traitement des allergies sévères et réduire le coût global des allergies. Donc c'est vraiment un plan qui s'intéresse à tous les problèmes qui peuvent être associés à l'allergie et dont l'objectif final est une réduction de l'allergie et du fardeau pour les patients. Donc, les messages qui ressortent, et ça c'est important, c'est soutenir la santé et pas l'allergie. Renforcer la tolérance, adopter une nouvelle attitude vis-à-vis de l'allergie et n'éviter les allergènes que si c'est obligatoire. Donc, par exemple, quelqu'un qui a fait déjà un choc anaphylactique. Reconnaître et traiter les allergies sévères précocement et prévenir les exacerbations, améliorer la qualité de l'air et arrêter de fumer. Donc on voit là que c'est vraiment un concept qui est un concept large et qui est quelque chose de beaucoup plus positif que ce qu'on avait l'habitude de faire. Et bien sûr, on va continuer à interdire des choses, mais c'est plutôt de mauvaises habitudes que d'interdire aux enfants de manger tout ce qui leur fait plaisir. Pourquoi ils ont choisi leur cible? Ils ont dit qu'est-ce qui à quoi est-ce que les gens sont exposés? Les gens sont exposés au tabac. Et disent, eux, ils ont 17%. Nous, en Tunisie, on doit avoir, entre les fumeurs passifs et les fumeurs actifs, on doit avoir 80% de la population qui est exposée. Les particules fines, l'humidité qui renforce l'effet de la pollution, et les animaux qui, eux, ont un effet préventif. Donc, ils ont décidé de cibler ces différents points. Donc, qu'est-ce qu'il comporte, ce programme? C'est un programme d'abord qui est global, qui est national. Ce ne sont pas des petites expérimentations. Ils ont mis ça en place sur tout le pays en impliquant tous les médecins, toutes les écoles et qui est holistique puisque c'est une prise en charge de tout l'individu. Donc, c'est améliorer la tolérance et la prévention des symptômes et des exacerbations. Prévention primaire, favoriser l'allaitement maternel,
introduire les aliments solides à partir de 4 à 6 mois, ne pas faire d'éviction environnementale ni alimentaire, augmenter les contacts avec l'environnement naturel, que ce soit par les aliments, par les activités extérieures, par le fait d'avoir des animaux à domicile, limiter les antibiotiques aux besoins réels, puisque quand on prend des antibiotiques, on modifie automatiquement notre microbiote, et ne pas fumer du tout. Donc, quelles sont leurs estimations d'effets des différents facteurs dont on a parlé? Donc, celui pour eux qui a le plus d'effets, c'est le fait d'avoir un animal à domicile. Même si ça risque d'aggraver un petit peu les patients qui ont une allergie vis-à-vis de ces animaux, en majorité, vous voyez que ça est considéré comme avoir un impact important. Ensuite, qu'est-ce qui va avoir aussi un impact? C'est le tabagisme. Et on voit donc l'arrêt du tabagisme quel est l'impact qui est prévu en Finlande. Et vous voyez ici, à 25 ans, quelle est leur estimation de réduction de risque, et ils pensent qu'ils peuvent atteindre jusqu'à 32 ou 33% de réduction de risque d'asthme, ce qui est quand même quelque chose d'énorme. Eux, ils ont estimé l'impact du tabagisme, de la réduction ou l'arrêt du tabagisme à peu près 5% de réduction. Mais c'est parce que, comme on l'a vu, eux, ils ont une population tabagique qui est quand même réduite. Alors que nous, dans nos civilisations où les gens fument beaucoup, on peut espérer qu'avec l'interdiction totale du tabagisme, on pourrait avoir un impact beaucoup plus important. Donc ça, ce sont leurs estimations et ce qu'ils attendent. Est-ce que ça a donné quelque chose? On va le voir tout de suite sur la diapositive d'après. Qu'est-ce qu'ils ont publié? Ce sont les publications de 2017 en phase intermédiaire, puisqu'ils n'ont pas encore les résultats définitifs. Eh bien, il y a eu une diminution de 40% des recommandations pour régime alimentaire allergique dans les écoles. Donc, ça veut dire qu'ils ont 40% d'enfants en moins qui ont fait des allergies alimentaires. Il y a une réduction pour l'asthme de 46% des visites en urgence et de 67% des hospitalisations. Donc, sur l'asthme, c'est clair, il y a une réduction, en tout cas des symptômes, puisqu'ils ont divisé de moitié les consultations en urgence et de 2/3 les hospitalisations. Et par rapport au coût de l'allergie et de l'asthme, ils ont eu une réduction de 20% à peu près globalement. Ensuite, est-ce que ça agit sur la prévalence? Là, on est encore un petit peu tôt, mais quand on regarde les chiffres, on avait une augmentation, puisqu'entre 0 et 15 ans, en 1987, la prévalence était de 0,8% de l'asthme. En 2000, elle était à 2,8% pour les 0 à 15 ans, donc il y avait une augmentation évidente. Et là, en 2013, donc après l'installation du projet, elle a de nouveau chuté à 2,0. Donc, si ces résultats sont confirmés, ça veut dire qu'en mettant en place un projet global au niveau de tout le pays, en impliquant tous les acteurs, eh bien, on arrive à réduire la prévalence de l'asthme de façon importante, avec aussi une réduction des allergies alimentaires, avec une réduction du coût et avec un meilleur contrôle de l'asthme. Comme les facteurs de risque sont similaires, eh bien, la prévention serait identique pour toutes les maladies qui ont gravement augmenté dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que le déséquilibre du microbiote, ce qu'on a vu tout à l'heure, à chaque fois qu'on change les bactéries, qu'on diminue la diversité, on a des anomalies qui apparaissent. Eh bien, ça a été retrouvé dans l'asthme et ça a été retrouvé dans énormément de maladies. Que quand on induit un déséquilibre du microbiote, on déséquilibre la fonction immunitaire, on induit une inflammation de bas grade, mais chronique, eh bien ça devrait, si on agit à ce niveau-là de façon préventive, ça pourrait nous permettre bien sûr de réduire l'allergie et l'asthme, et on a vu qu'en agissant comme ils le font, ils ont des résultats, mais ça pourrait aussi permettre d'agir sur énormément de maladies, comme la maladie cœliaque, l'Alzheimer, l'autisme, la dépression ou le cancer ou l'obésité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que réfléchir sur l'asthme, bien sûr, c'est important. Prévenir l'asthme, c'est fondamental, mais ça doit être un projet de santé. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire chacun dans notre petit coin. C'est un projet d'une communauté, d'un pays,
C'est un projet de société, de famille, tout le monde doit s'y mettre. Et donc, à ce moment-là, les médecins devraient agir comme promoteurs de santé et pas juste comme des pompiers qui viennent éteindre les incendies. Voilà, j'espère que malgré tout, ça vous a plu. Écoute, ton exposé, moi, je l'ai trouvé très, très intéressant. Et ce plan finlandais, je ne le connaissais pas. Enfin, j'en avais entendu parler, mais tu l'as bien détaillé et je trouve ça absolument passionnant avec des résultats tout à fait étonnants. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser en t'entendant que nous avons beaucoup d'amis africains qui t'ont écouté, que bien sûr, des études que tu as présentées sont des études qui ont lieu en Europe pour beaucoup, euh, donc dans un milieu culturel et écologique totalement différent, et que ça posait beaucoup de questions, à mon sens, pour les pays africains sur le problème, parce que l'allergie, l'asthme, c'est un problème qui est de plus en plus fréquent en Afrique, ça on le sait. Euh, nos amis pneumologues jouent souvent les pompiers, si pour reprendre ton expression, et qu'il y a peut-être des études à faire spécifiques à l'Afrique, justement, du fait de ces différences de milieux. Voilà. Qui veut bien intervenir? Vous allumez votre micro et puis vous avez la parole. Moi, je voudrais bien faire un commentaire. En fait, deux commentaires. Effectivement, d'abord, merci Agnès. Hein, c'est un des, parmi tous ceux que j'ai vus en conférence depuis 4 ans ou 5 ans maintenant, tu es certainement dans le top 10. Tu as fait un exposé vraiment magistral. Merci beaucoup. Et puis, à ça, ben, je pense que, comme Étienne disait, il faut retenir la leçon des pays scandinaves en général. De façon générale, dans la prévention de la santé, ils ont toujours un pas en avant sur à peu près tout le reste de la planète. Et donc, là encore, c'est un exemple, un très bel exemple que tu as. Mon commentaire, c'est celui-ci. C'est dans le tout début de ta présentation. J'ai bien aimé le fait, ben, j'ai bien aimé. Ça va dans le sens que je crois, c'est-à-dire qu'effectivement, quand tu fais une intervention par césarienne, quand tu as une intervention par PMA, c'est un petit peu l'équivalent parce que tu as un risque de naissance prématurée, tu fais une distinction entre les PMA et les enfants qui sont à terme. Et en fait, tes diapositives semblent dire que la naissance prématurée en tant que telle pourrait être un facteur de risque prépondérant dans le cas de l'asthme. Mais avant de développer de l'asthme, probablement que ces enfants-là ont des maladies périnatales, comme la bronchodysplasie pulmonaire, par exemple, et qui, finalement, si ces bébés-là s'en sortent, ils ont des poumons beaucoup plus fragiles, beaucoup plus sensibles, et avec le risque de développer des problèmes respiratoires ultérieurs. Es-tu d'accord avec ce que je viens de dire? Que finalement, le fait de naître prématuré serait un facteur de risque supplémentaire. Moi, j'ai une petite idée pourquoi c'est un facteur de risque supplémentaire. Mais es-tu d'accord avec le principe que ce que je viens de dire? Oui, oui, tout à fait. Vous m'entendez encore? Oui, oui. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est reconnu. Après, il y a certainement, tu dois savoir mieux, encore mieux que moi, ça, il y a certainement énormément de facteurs qui expliquent pourquoi la naissance prématurée, c'est un facteur favorisant entre le fait qu'ils naissent avec des bronches un peu plus petites, qui sont des bronches qui sont pas matures, un système immunitaire qui est pas mature, que c'est très médicalisé. Souvent, les naissances prématurées, elles se passent à l'hôpital avec des germes hospitaliers, beaucoup de médicaments, pas d'allaitement maternel, enfin, beaucoup de choses qui peuvent interagir et expliquer que ces enfants font certainement plus d'asthme que les autres, bien sûr. D'accord, merci. Merci à vous. Merci Agnès. Qui veut intervenir? Oui, allez-y, branchez votre micro. Agnès, tu peux mettre ta caméra, hein, Agnès? Elle marche pas, elle marche pas. Ah, d'accord.
Ah bah c'est quand même dommage. Ouais, c'est pas... Bonjour, Tananarivo a une question. Oui, bonjour, oui, on vous écoute. Oui, en fait, on a une question sur la première étude qui a été faite en fait sur la réduction d'exposition aux acariens et aux chats, sur l'étude qui augmente la fréquence d'allergie chez les enfants. Alors, notre question en fait, c'est est-ce que actuellement, il faut encourager les parents d'avoir moins d'attitudes hygiénistes et est-ce qu'il faut l'encourager d'avoir des animaux domestiques ou comme ça, surtout chez les patients, les parents atopiques, parce que on a toujours parlé des facteurs génétiques. C'est les patients asthmatiques, les parents atopiques qui vont avoir des enfants atopiques aussi après. Et sur les autres études, sur la prévention de diminution de la prévalence de l'allergie, notre question en fait aussi, c'est que est-ce que la génétique aussi, est-ce que ça a moins de place que les autres facteurs, parce que si on applique ces différentes préventions, ça diminue la prévalence des allergies chez les enfants. C'est tout. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, pour la première question, ce qui est sûr, c'est que C'est un avis, peut-être du retour de ton... À la question, est-ce qu'il faut arrêter de nettoyer non, j'imagine clairement que c'est pas ça, mais peut-être que les excès qu'on avait essayé de mettre en place, c'est-à-dire de tout nettoyer sans arrêt, de mettre des produits détergents extrêmement forts, tout ça, c'est peut-être pas très bon parce que si les enfants vivent dans un environnement complètement aseptisé, le jour où ils rencontrent les allergènes, eh bien, ils déclenchent une allergie. Donc, c'est plutôt ça l'idée. Le fait d'avoir un animal, s'il n'y a pas de personne qui soit allergique à cet animal, c'est effectivement actuellement dit possible. C'est ce qu'on considère. C'est frappant parce que cette recommandation, elle sort des pays scandinaves, chez qui le premier allergène, c'est le chat. Hein. Les Scandinaves, la première allergie respiratoire, c'est le chat. Et pourtant, vous voyez qu'en autorisant les animaux à domicile, eh bien, finalement, ils ont quand même de bons résultats. Donc, ne plus interdire de façon systématique aux enfants d'avoir un petit chat ou un petit chien s'ils n'ont pas de manifestation par rapport à ça, c'est tout à fait raisonnable, il me semble. Après, il faut aussi agir, par contre, sur tous les autres facteurs. Et parmi les autres facteurs, c'est le tabac, ça c'est sûr. Et aussi sur nos modes de vie. J'ai vu que, par exemple, au Sénégal ou au Ghana, il y avait beaucoup d'allergies aux acariens, et surtout dans les zones urbaines, et surtout chez les gens qui vivent, qui ont des revenus relativement aisés. Donc ça veut dire que quand on copie le mode de vie occidental en vivant dans des maisons assez fermées avec éventuellement de la climatisation, eh bien on aboutit aux mêmes manifestations allergiques que les Occidentaux. Ce qui nous interpelle et qui devrait nous faire réfléchir sur la façon dont on est en train de moderniser notre mode de vie, peut-être d'une façon pas très raisonnable et pas très écologique. Et peut-être que ça, si on y réfléchissait et qu'on ne sautait pas sur le modèle occidental pour le recopier, ce serait peut-être une meilleure idée. Par rapport à la génétique, je voudrais juste vous rappeler que l'asthme et les allergies, ce sont des maladies qui sont
plus des maladies de terrain que des vraies maladies génétiques. Il n'y a pas un gène de l'allergie ou un gène de l'asthme. Il y a beaucoup de modifications, de petites modifications génétiques qui seraient favorisantes par rapport à ces maladies. Mais ce n'est pas des gènes qui font qu'on va être obligatoirement malade. Et donc, ce qui interagit énormément, c'est l'environnement auquel on est soumis, que ce soit notre environnement intérieur ou extérieur. Donc, la génétique, ça n'est qu'une partie de la question. Et la grosse partie, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'environnement qui va influencer ce à quoi on est éventuellement prédisposé. Oui, je trouve que ton commentaire est important, Agnès, et nos amis d'Antananarivo posent la bonne question parce que la relation entre atopie et terrain, c'est ce que tu as développé dans tout ton exposé. L'atopie, ok, on peut imaginer qu'on est tous à peu près, qu'on habite en Finlande ou à Madagascar, on a à peu près tous la même génétique et les mêmes susceptibilités. Par contre, le terrain est totalement différent. L'environnement est totalement différent et ce que tu rapportes sur la Finlande, c'est tout de même à vérifier à Madagascar, par exemple. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Ce qu'ils ont fait maintenant, c'est pour ça que je parle au conditionnel, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'on modifie notre environnement, disons, habituel ou traditionnel, on augmente le risque d'allergie. Ça, c'est quelque chose qui est observé partout. Oui, parce que, enfin, à mon sens, c'est tout de même à démontrer. Je ne doute pas du résultat, c'est pas ça, mais c'est à démontrer. Et si c'est démontré, ça a tout de même des répercussions sur le plan de l'organisation de la prise en charge de l'asthme et de l'atopie extrêmement importantes. Tout à fait. Alors, je suis absolument d'accord avec toi. Vous êtes d'accord avec ça, Antananarivo? Oui, on est aussi tout à fait d'accord sur ça. Étienne, on t'entend pas si tu parles. Ouvre ton micro, Étienne. Ah oui, ça y est. Conakry, vous avez une... Quand je pense à Conakry, parce que je connais bien la ville de Conakry, c'est une ville extrêmement polluée, très riche en poussière, poussière minérale, organique, etc. Il y a tout le problème en Afrique des villes et de l'arrière-pays qui est beaucoup plus sain, c'est-à-dire les villages qui sont restés assez traditionnels. Qu'est-ce que vous en pensez à Conakry? Vous avez un commentaire? Oui, allez-y. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas, Conakry. Il faut activer le micro. Oui. Votre micro n'est pas activé. Dans le bas de votre écran, vous avez un petit rectangle qui apparaît et il y en a un, c'est le micro. Il faut cliquer dessus pour que la petite barre transversale disparaisse. Ah, ça y est, vous l'avez. OK. Bonsoir, professeur. Oui, effectivement, on a suivi avec intérêt la présentation très brillante du docteur. Et effectivement, l'environnement en Guinée, c'est très pollué. Et si nous prenons toutes les mesures préventives qu'elle a présentées, c'est vraiment un problème de chez nous. Donc, tel que l'éviction des allergènes, et aussi l'induction de la tolérance, telle que l'immunothérapie là, voilà, il nous reste. Il n'y a même pas d'études là-dessus. Nous, en tant que service de pulmon, on reçoit les enfants et quand on les reçoit,
Et c'est l'interrogatoire poussé envers les parents. Et puis, avec les examens qu'on mène, c'est ce qui peut nous permettre de nous orienter vers une origine allergique. Donc, sinon, c'est très important et c'est utile, surtout le problème de santé, la dernière diapositive, comme la prévention, ce qu'elle a présenté là, c'est qui demande l'implication des médecins, des écoles, de la population en général. Donc, c'est l'initiative qu'il faut développer. Merci. Est-ce que tu m'entends, Agnès? Oui, là, je t'entends. D'accord. Écoute, j'aurais un dernier commentaire. Chez nous, il y a quelques années, probablement que tu connais le professeur Yvon Cormier. En tout cas, Étienne, il le connaît, je crois. Oui. Yvon Cormier. L'asthme du fermier. Et à ce moment-là, on disait qu'il fallait faire attention aux enfants, de ne pas les exposer trop fortement aux poussières aux poussières du foin, puis des pollens, etc. Semble-t-il que là, maintenant, on pense un peu l'inverse. Comment tu deals avec ça, là? Alors, tu as tout à fait raison. Ensuite, quand on regarde en détail, ça dépend de l'âge. Et les résultats sont un peu contradictoires. Tant que ce sont des enfants, ça a l'air de protéger. Ensuite, quand on est exposé en tant qu'adulte, il y aurait un risque, bien sûr, de sensibilisation, comme tu l'as dit, au pollen ou au foin moisi, sachant que le foin moisi, ça donne plutôt des pneumopathies d'hypersensibilité. Ceci dit, quand on regarde dans l'absolu, quelles que soient les études et quelles que soient les régions, on voit que vivre quand même à la campagne, ça diminue la prévalence des maladies allergiques et particulièrement de l'asthme. Ensuite, en fonction du type de ferme dans lequel on est, ça peut-être différer. C'est sûr que là, on est encore un peu préliminaire. L'étude entre les utérites et les amiches, elle est quand même assez surprenante parce que quand les utérites qui sont des fermiers, eux aussi, donc ils vivent à la ferme, ils ont un mode de vie à l'ancienne, mais ils ont beaucoup moins d'endotoxines dans leur maison parce qu'ils n'ont pas d'animaux de trait, eh bien, ils sont autant asthmatiques que les autres Américains. Ça, c'est quand même un peu étonnant. Donc, après, faire la part des choses, quelles sont les bonnes molécules à la ferme qui nous protègent et celles qui ne nous protègent pas, c'est aussi un autre point. Donc, je pense que tout ça, c'est encore assez conceptuel. Ça veut dire, en tout cas, qu'il faut il faut pas éliminer les allergènes dès tout petit, ça c'est sûr. Par rapport aux allergies alimentaires, il ne faut pas les empêcher d'être en contact avec les allergènes, au contraire. Quand on voit par exemple pour les cacahuètes, on se demandait pourquoi chez nous on avait aussi peu d'allergies aux cacahuètes par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Eh bien maintenant chez les Américains, quand ils mettent du beurre de cacahuète très très tôt aux petits, ils n'ont plus d'allergie aux cacahuètes. Donc finalement, l'éviction allergénique, c'est pas la solution. Ça c'est clair, c'est pas la solution. Après, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour moduler? Là, on en est encore un peu loin de savoir précisément. Oui, puis Agnès, tu soulèves une autre question, c'est, on dit oui, ce sont des endotoxines, mais je me souviens des études pratiquées en Allemagne, en particulier ex-Allemagne de l'Est, ex-Allemagne de l'Ouest, ont montré que c'était une confirmation de la théorie hygiéniste à ce moment-là. Il y avait moins d'asthme en Allemagne de l'Est, alors que le niveau de vie était très inférieur et la population était plus agricole. On m'a dit ce sont les endotoxines, mais est-ce que les endotoxines, c'était un marqueur ou vraiment les responsables? C'est un peu difficile à cerner quand même. Absolument, absolument. C'est quand même une question qu'on peut se poser. Mais une question, Agnès, puis après on va être obligé de terminer parce qu'il est
13. J'aurais voulu savoir, pour toi, pneumologue à Tunis, ce que tu nous as dit, qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique ces dernières années? Ah ben, déjà, je suis beaucoup plus gentille avec les enfants. Je les laisse avoir des animaux à la maison. C'est quelque chose d'important. J'insiste énormément sur le tabagisme des parents, à tous les niveaux. Quoi d'autre? J'essaye à chaque fois que j'ai en face de moi des médecins généralistes ou des pédiatres d'insister sur les césariennes, d'éviter les césariennes inutiles, de diminuer l'antibiothérapie. J'essaye vraiment de leur dire il ne faut pas donner des antibiotiques aux enfants parce que vous allez favoriser des modifications du microbiote et donc ils vont être à risque de faire plus d'allergies que les autres. Je parle aux mamans pour qu'elles introduisent rapidement la diversification alimentaire. Voilà, donc j'ai quand même changé mes recommandations. Oh, d'accord. Très bien. Eh bien, écoute, Agnès, un grand merci parce que je rejoins Yves. C'était un excellent topo. Merci beaucoup. Très bien construit, très bien fait. Yves, tu as quelque chose à ajouter? Juste un commentaire. Agnès, est-ce que tu acceptes que la présentation soit déposée sur le site de l'EFP, disponible à tous? Oui, bien sûr, je l'ai faite pour ça. D'accord. Donc, Zohar, tu vois, le Zohar est probablement parti, mais Zohar va la rendre disponible. Ok, c'est ça. Non? Très bien. Alors, Merci à tous de m'avoir écouté. eh bien, écoute, c'était un grand plaisir. Alors,